Saveria, vous recevez aujourd'hui Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains de l'Oise, qui est là. Bonjour, merci Bonjour. d'être là. Bonjour Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains de l'Oise. Édouard Philippe, on vient d'en parler. Édouard Philippe, Gérard Larcher sont à Marseille ce matin pour le congrès des régions de France. Tout ça dans un climat bien sûr très tendu entre collectivités et exécutifs. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol, cette exaspération des élus locaux ? Oui, d'autant plus que ce ras-le-bol n'est pas récent. Les trois principales associations d'élus locaux, qu'il s'agisse de Régions de France, de l'ADF ou de l'AMF, avaient déjà déserté la Conférence nationale des territoires début juillet. Il y a un vrai climat de défiance qui malheureusement s'est créé entre les élus locaux et le pouvoir, et c'est très préjudiciable. Alors en fait, il y a un malaise qui est profond, qui est lié à ce sentiment un petit peu de mépris de la part de l'État pour les collectivités. Recentralisation, mépris, arrogance. On fait que de nous dire que les dotations ne baissent pas, elles continuent à baisser. J'ai entendu Jacqueline Gouraud dans l'hémicycle mardi nous promettre, comme en 2018, que les dotations ne baisseraient pas. En 2018, sur les 36 000 communes de France, 22 000 ont vu leur dotation baisser. Et on peut prendre des dizaines d'exemples, mais la recentralisation est peut-être la marque la plus forte de la gouvernance territoriale de cet État. Olivier Paccaud, déjà la présence d'Édouard Philippe, du Premier ministre ce matin à Marseille, il a hésité à venir, il est finalement présent ce matin. C'est un geste d'apaisement envers les élus locaux, justement. La présence ne suffit pas, il faut des gestes. Vous savez, c'est les preuves d'amour. Et bon, on peut prendre plein d'exemples, mais je suis élu départemental. Qu'attendent les élus locaux ? Quels gestes peuvent attendre les élus locaux ce matin ? Écoutez, on va prendre un seul exemple déjà. En tant que conseiller départemental du département de l'Oise, je peux vous donner deux sujets sur lesquels les départements sont vent debout depuis des mois. C'est les mineurs non accompagnés et aussi tout ce qui concerne les allocations de solidarité pour lesquelles il y a un différentiel de charges énorme. L'État n'assume pas ses responsabilités. Et à côté de ça, il donne des contraintes supplémentaires aux différentes collectivités. Alors, je vous ai parlé des départements, mais aux régions, ils leur retirent la compétence apprentissage. On peut prendre aussi le cas des communes qui ne voulaient pas, par exemple, le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement vers les intercommunalités, que le Sénat leur avait retiré, c'est remis en place. Il y a une vraie incompréhension. Il y a aussi toute cette question de la contractualisation. Oui. Votre département, précisément, l'Oise, votre département, a carrément refusé cette contractualisation. Comme plus d'un département sur deux. Écoutez, l'Oise, nous sommes arrivés aux manettes en 2015, on a fait beaucoup d'efforts, on a réussi à assainir les finances, et quelques mois plus tard, on vous dit, ben voilà, il va falloir que vous signiez un contrat capant, entre guillemets, vos dépenses de fonctionnement, ce que nous avions fait. On n'a pas eu besoin de l'État pour faire ça, et l'État donne des leçons pour quelque chose qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Il demande aux autres de faire les efforts qu'il n'est pas capable lui-même de faire. Donc, nous avons refusé de signer ce contrat et nous continuons notre trajectoire financière qui nous a permis de dégager certaines marges sans avoir l'État qui mette son nez dans notre gestion. En quoi, précisément, Olivier Paccaud, l'État n'a pas été clair et franc dans sa démarche ? Alors, il n'a pas été clair et franc concernant le petit volant, notamment, qui permettait des bonus ou des malus. Vous savez que cette contractualisation, elle concerne une hausse de 1,2% des dépenses de fonctionnement. Sauf pour ceux qui avaient su éventuellement faire des efforts où ils pouvaient avoir un bonus. Nous avions fait ces efforts, on n'a pas eu le bonus, on n'a pas compris pourquoi. Voilà. Et surtout, très sincèrement, je l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, il est intolérable que l'État se permette de mettre le nez dans les gestions des départements alors qu'il doit de l'argent. Qu'il doit énormément d'argent aux départements sur les mineurs non accompagnés et sur les allocations de solidarité, le RSA. Je vous propose, avant de poursuivre cette interview, de regarder un sujet sur justement les élus locaux de Seine-Saint-Denis, le sénateur Philippe Dallier qui a été reçu hier par Édouard Philippe à Matignon. La Seine-Saint-Denis, c'est un département où cette situation justement est critique. Direction l'hôtel de Matignon pour Philippe Dallier. À 13 h, il est reçu avec ses collègues parlementaires de la Seine-Saint-Denis par le Premier ministre pour évoquer le manque de moyens des services publics de son département. L'idée, tenter de trouver des solutions.
Ce que j'espère, c'est que le Premier ministre nous donnera un accord sur cette idée de plan de rattrapage et qu'ensuite on pourra se revoir régulièrement pour vérifier qu'il est bien mis en place et peut-être au travers d'indicateurs de vérifier que la situation s'améliore. Il faut aussi peut-être finir par accepter l'idée qu'il faut traiter ce département de manière particulière, également en termes de, pas en termes de loi, mais en termes de règles et de dispositifs qu'on y applique. Les problèmes qui gangrènent la Seine-Saint-Denis ont été pointés du doigt il y a 4 mois dans un rapport. Des sous-effectifs chroniques dans la justice, l'éducation ou la police, mais aussi un manque d'infrastructures sportives. Un constat qui persiste alors que la population ne cesse d'augmenter. Il faut surtout qu'on réussisse collectivement à faire comprendre que ce département, d'une certaine manière, est hors norme par rapport à la jeunesse de sa population, est hors norme par rapport aux revenus moyens par habitant à l'échelle de l'Île-de-France, voire du pays tout entier, est hors norme sur son explosion démographique. Si le constat est partagé par tous les élus, le compromis sur les solutions apportées pourrait être bien plus compliqué à trouver. Les parlementaires, les républicains et ceux de la France insoumise pourraient notamment s'écharper sur des sujets comme la mixité sociale. Voilà, une réaction, Olivier Paccaud, sur cette situation en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est effectivement un département en souffrance, qui a beaucoup de difficultés, qui est un département urbain très particulier. Mais la France, c'est pas seulement les métropoles et les départements urbains. Il y a aussi beaucoup de départements ruraux qui ont beaucoup de difficultés. Il ne faut pas les oublier. J'ai une question un peu précise. La réserve parlementaire a été supprimée par Emmanuel Macron. Vous, ainsi que le député Olivier Dassault, avez créé un fonds de solidarité, 150 000 € par an, pour remplacer cette réserve parlementaire. Une pratique qui a été dénoncée par l'opposition, qui parle d'un retour du clientélisme dans votre département. Alors c'est pas par l'opposition, c'est par la majorité, c'est par les députés En Marche. Écoutez, on fait ce qu'on veut de notre argent. Je verse 20% de mon indemnité parlementaire, soit un peu plus de 1 000 € tous les mois dans ce petit fonds. Le député Dassault aussi. Et nous aidons des communes sur des projets culturels, des projets liés aux écoles, au cadre de vie. Oui. Ce que vous, j'ai envie de vous dire, ce que vous et Olivier Dassault faites, certains qui ont moins de moyens que vous ne peuvent pas le faire dans d'autres départements. Est-ce que c'est pas créer une inégalité ? Écoutez, je ne perçois qu'une indemnité parlementaire et une indemnité de conseiller départemental. Je ne suis donc pas un ultra privilégié. Olivier Dassault a effectivement quelques moyens, mais vouloir que la générosité ne s'exerce pas me semble pas une bonne chose. Voilà. Donc c'est pas une façon de contourner la loi sur la transparence de la vie publique. Je reviens sur la réserve parlementaire quand même. Parce que la réserve parlementaire, c'est un bon exemple de recentralisation. C'est une erreur de la supprimer. Ah bah, totalement, puisque ça permettait à d'irriguer des petites communes, des petites associations. Et vous savez que les crédits parlementaires, ils n'ont pas totalement disparu. Ils ont été reversés où ça ? Dans la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est distribuée par qui ? Le préfet, donc l'État. C'est une autre forme de recentralisation. On reste sur l'actualité pour finir, l'actualité du Sénat. La loi fake news, la loi sur la manipulation de l'information, elle a été rejetée hier, elle a échoué hier. Les sénateurs ont acté le désaccord avec les députés. Pourquoi, pour vous, cette loi en soi n'a pas d'objet valable ? Pourquoi vous l'avez rejetée ? Pourquoi il n'y a pas eu d'accord ? D'abord, il faut rappeler que la loi fake news, au Sénat, avait fait l'unanimité contre elle, à l'exception du petit carteron des sénateurs En Marche. Mais donc, du Parti communiste aux Républicains, en passant par les socialistes et les centristes, tout le monde avait jugé que cette loi était à la fois inefficace et dangereuse. Et quand je dis tout le monde, il faut que je rajoute la presse et tous les acteurs du monde donc, de l'information pour juger qu'en elle-même, elle portait des germes liberticides. Il y a dans l'arsenal législatif actuel, la loi de 1880 notamment, des armes qui permettent de lutter contre les fausses informations. Donc elle n'est pas nécessaire. Telle qu'elle nous était présentée, non, elle n'est pas nécessaire, elle est même dangereuse. Olivier Paccaud, l'échec de la loi agriculture et alimentation avant-hier, l'échec de la loi fake news hier, on vient d'en parler. Le Sénat reprend son rôle de premier opposant. Premier opposant, je dirais pas ça comme ça. Contre-pouvoir peut-être, en tout cas aiguillon. Alors contre-pouvoir, c'est le terme qu'a employé Gérard Larcher pour défendre la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Le Sénat joue son rôle de contre-pouvoir dans cette affaire. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, un Premier ministre avait parlé au sujet du Sénat d'anomalie démocratique.
je pense que le Sénat a démontré, notamment dans le cadre de la commission d'enquête Benalla, qu'il était plutôt une garantie démocratique, qu'il était aussi une garantie de sérieux, d'efficacité, d'approfondissement des problématiques. On n'est pas dans la posture au Sénat, on est plutôt dans le travail. Et effectivement, pour la démocratie, c'est une... Donc l'opposition ne va pas être justement la posture systématique du Sénat pour la suite de cette session parlementaire. Nous avons voté de nombreux textes présentés par le gouvernement depuis la rentrée dernière. Donc on va continuer à voter ce qui est bon et à s'opposer ou corriger, amender ce qui nous semble devoir l'être. Anomalie démocratique, c'était Lionel Jospin. C'était Lionel Jospin. Merci beaucoup Olivier Paco, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Quel est ce pins que vous portez qui se voyait beaucoup à l'antenne? C'est le pins que tous les sénateurs ont dans la petite mallette d'entrée qu'ils ont. Ils ont une belle écharpe, mais ils ont aussi un petit pins de sénateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier Paco. Merci de votre accueil.